Est-ce que le sous-sol va régler tous nos problèmes? Le sous-sol, c'est un formidable gisement qu'on n'a pas assez utilisé jusqu'à présent. C'est quoi votre quotidien? Ça a été pratiquement toute ma vie de m'intéresser à ce qui se fait en dessous, de le comprendre. Vous jouez au Lego de grandes personnes dans le sol, et avec des forages très grands, etc. Une nation qui néglige ses scientifiques ne favorise pas le développement du savoir dans son pays. Vous êtes reconnu comme l'un des scientifiques les plus réputés au monde sur ces sujets-là. Ces travaux ont conduit à 13 livres, 600 publications scientifiques, 4 brevets. La recherche, moi je pense que c'est l'un des meilleurs métiers au monde. Salut à tous et bienvenue dans les Découvreurs. Alors parfois dans la vie, il y a des sujets dont on ne parle pas assez, comme par exemple le stockage des déchets nucléaires, comme par exemple la pollution. On en parle rapidement mais on ne le comprend pas et on ne le vulgarise pas. Aujourd'hui, ça tombe bien, j'accueille un des scientifiques les plus éminents au niveau mondial sur la géo-ingénierie, c'est-à-dire comment est-ce que par le sous-sol, on va pouvoir gérer énormément et régler énormément de problèmes, dont peut-être les déchets nucléaires, dont peut-être la pollution atmosphérique et le CO2. Juste avant de commencer, je vous remercie comme d'habitude de vous abonner à cette chaîne, de mettre le petit pouce, de mettre le petit commentaire, peu importe où vous vous trouvez, sur n'importe quelle plateforme, que ce soit YouTube ou toutes les plateformes de podcast. Je vous rappelle qu'on est disponible partout, vous avez juste à taper les Découvreurs et on se retrouve tous les dimanches à 18h. C'est parti aujourd'hui, les Découvreurs avec Lies Lalouï. Lies Lalouï, bienvenue dans les Découvreurs. Merci. Alors je suis ravi de vous recevoir. Vous avez un parcours super intéressant, vous êtes ingénieur en Suisse et vous êtes surtout professeur à l'école polytechnique de Lausanne. Vous êtes titulaire de la chaire de mécanique des sols, géo-ingénierie et stockage du CO2. Vous êtes aussi directeur du laboratoire de mécanique des sols et on va beaucoup parler de ce qu'est la mécanique des sols, pourquoi, etc. Ça paraît super obscur au départ, alors que vous allez nous rendre ça tout à fait intelligible. Vos travaux explorent l'élimination des déchets radioactifs, qui est un vrai sujet, et également la captation et le stockage du dioxyde de carbone, donc du CO2, qui est aussi un vrai sujet. Tous ces travaux ont conduit à 13 livres. J'ai compté presque 600 publications scientifiques, 4 brevets, et j'en ai peut-être oublié certains, donc assez prolifique. Et vous êtes reconnu comme l'un des scientifiques les plus réputés au monde sur ces sujets-là. Plus de 20 000 citations sur vos publications scientifiques, donc je pense qu'on parle à la bonne personne aujourd'hui. Du coup, la première question est très générique. Est-ce que le sous-sol va régler tous nos problèmes? Alors le sous-sol, disons que c'est un formidable gisement qu'on n'a pas assez utilisé jusqu'à présent. On a construit, on a fait beaucoup de choses au-dessus du sous-sol, donc au-dessus du sol, mais on a laissé pratiquement vierge le sous-sol, à tel point que au-dessus, on a beaucoup de règlements. Si vous voulez, par exemple, rajouter un étage à votre maison, des choses comme ça, c'est extrêmement réglementé. Dans le sous-sol, il y a peu de règlements. Même sur la propriété, quand vous possédez un terrain, jusqu'à quelle profondeur ça vous appartient, ou ça appartient à la collectivité ou à quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un d'autre peut venir creuser pour faire passer peut-être un tunnel, par exemple, en dessous de chez vous? Il y a plein de choses comme ça qui ne sont pas autant réglementées qu'au-dessus. Et ensuite, il y a beaucoup de possibilités à la fois de richesse, vous ne l'avez pas mentionné, parce que vous avez mentionné l'aspect de potentiel, parce qu'on peut se débarrasser de tous ces déchets. Vous avez mentionné le nucléaire, CO2, mais aussi il y a une énorme richesse dans le sous-sol, à la fois richesse énergétique. Il y a ce qu'on appelle la géothermie, mais il y a des variantes de la géothermie, comme les géostructures énergétiques, des choses comme ça. Et il y a aussi une richesse, parce qu'on peut construire beaucoup dans le sous-sol, que ce soit pour la mobilité, mais aussi on peut construire pratiquement des centres commerciaux, des data centers, plein de choses. Donc il y a un grand potentiel qui n'est pas assez utilisé et donc qui est une belle richesse selon moi. Il y a des pays qui l'utilisent beaucoup plus. Nous, en France, en Suisse, je pense qu'il y a peut-être pas grand-chose, sauf peut-être le stockage. Au Canada, je pense au Canada, voilà. Ils utilisent énormément le sous-sol. Effectivement, à cause du froid. Ouais. Effectivement, donc il y a des villes comme Montréal où on trouve pratiquement des sous-villes où on peut pratiquement se passer d'un centre commercial à l'autre sans sortir ou d'un campus à l'autre. Effectivement, donc là, il y a le besoin qui a fait qu'ils aillent là-dessous. Aussi des petits pays, par exemple comme Hong Kong, aussi qui sont assez restreints, au Singapour en termes de surface. Là aussi, ils y vont aussi pour l'armée. L'armée qui construit aussi beaucoup de cavernes pour mettre les munitions, les armements, tout ça, parce qu'il manque de surface. Et aussi pour construire des centres commerciaux. Ça se développe de plus en plus.
Mais effectivement, juste pour revenir à votre introduction, oui, on a beaucoup développé au-dessus. On ne s'est pas assez intéressé en dessous et ça commence à venir parce qu'il y a ce besoin d'aller en dessous aussi. Votre travail au quotidien, c'est ça? C'est finalement vous intéresser à en dessous. C'est quoi votre quotidien? Effectivement, donc c'est plus que mon quotidien, ça a été pratiquement toute ma vie de m'intéresser à ce qui se fait en dessous, d'abord de le comprendre. Et une fois qu'on a compris en termes de mécanismes physiques, des choses comme ça, on peut le modeler. Donc on peut creuser, on peut stocker, on peut faire des choses dedans. Donc il faut comprendre pour pouvoir le faire. Sinon, mon travail dans le quotidien, j'ai une grande partie effectivement qui est liée à de la recherche. Donc c'est finalement comprendre tous ces mécanismes physiques, développer des modèles, encadrer et former de jeunes docteurs qui eux-mêmes vont être la relève par la suite, obtenir des financements pour qu'on puisse développer tout ça, parce que ce n'est pas uniquement des choses qu'on fait à son initiative. Donc, si on veut les développer, il faut avoir des équipements, il faut avoir des équipes, et donc il faut obtenir des financements. Souvent, c'est compétitif, donc il faut aller à les compétitions. Et après aussi, j'ai une partie d'enseignement, donc former aussi dans mon cas, c'est les futurs ingénieurs, parce qu'on est une école d'ingénieurs. Donc, et j'ai un troisième volet qui est plus de transfert technologique, d'où faire en sorte que les recherches et les développements qu'on fait puissent aussi avoir des débouchés industriels. Et donc là aussi, je développe des startups, donc j'en ai 5, qui développent différents types de technologies, qui les amènent au marché, qui les font grandir. Comment est-ce que comment est-ce qu'on calcule tout ça? On est sur de la simulation informatique, on a de l'expérimentation sur le terrain, on fait des carottages. Comment est-ce qu'on arrive à sentir ce sol? Parce que j'imagine qu'il y a des densités qui sont très différentes, etc. Alors, effectivement, donc c'est une question extrêmement intéressante parce que donc c'est toute la philosophie finalement, comment faire en sorte qu'on puisse étudier un matériau. Alors, l'approche en elle-même est assez similaire à plein de matériaux. Que vous vous intéressez au verre, vous vous intéressez à la roche, vous vous intéressez à l'acier, donc au béton. Donc c'est de la mécanique et en général, on utilise un mot un peu technique qu'on appelle la mécanique des milieux continus. C'est-à-dire qu'il faut comprendre à quelle échelle on doit utiliser, comprendre le matériau. Pourquoi à telle échelle? Parce que vous pouvez par exemple prendre une tasse comme celle-ci, ce matériau, vous pouvez le tester à cette échelle-là. Vous allez dire si j'applique une force, et voilà la limite à laquelle elle va se casser. Le même matériau, si vous prenez 10 fois cette même tasse 10 fois plus grande et vous appliquez le même principe, trouver quelle est la force qui la casse, vous allez trouver que ce n'est pas la même chose. Donc ça veut dire qu'il y a un effet d'échelle. Donc toute la philosophie consiste d'abord à s'affranchir de l'effet d'échelle. Il faut qu'on puisse comprendre comment se comporte un matériau indépendamment de l'échelle. Donc par exemple, on regarde le sable. Le sable, c'est l'élément le plus simple dans un sol, parce que c'est des grains de quartz. Et on se dit, finalement, à quelle échelle on doit les comprendre, ces grains? Est-ce qu'on prend 10 grains ou est-ce qu'on prend 1 million de grains? Et donc là, on doit tester à différentes échelles pour trouver cette échelle-là qui fait que la mécanique, le comportement est indépendant de la taille de l'échelle, mais en général, c'est dépendant de la taille du grain qui la constitue. Une fois qu'on a cette échelle-là, eh ben, on va développer des concepts de physique, des concepts, ce qu'on appelle des lois de comportement en quelque sorte, qui tout simplement on fait un lien entre la force qu'on applique et la réaction du matériau. Donc on développe, j'essaie de ne pas être trop ennuyeux en expliquant ça. Non, mais allez-y, on est intéressé par les détails justement. Donc on développe des concepts et on dit finalement on va tester le matériau de telle sorte qu'on alimente ce concept physique, donc qu'on l'enrichit. Donc on va définir quel type de test, finalement, est-ce qu'on va, typiquement l'élément central pour tout ce qui est milieu granulaire, alors quand je dis milieu granulaire, et même milieu poreux en général. Les milieux poreux, imaginez tous les milieux poreux que vous pouvez penser, bien sûr le sol, la roche, les schistes, mais vous pouvez penser au sel, vous pouvez penser au papier, vous pouvez penser à la poudre, les eaux
humains, aux os d'animaux, les os en général, tout ça c'est des milieux poreux. Et il se trouve que tous ces milieux poreux, ils ont un certain nombre de similarités dans leur comportement. Donc tous ces milieux-là, la résistance qu'ils donnent est proportionnelle à leur densité. Et ça, c'est quelque chose qui a été mis en évidence déjà il y a pratiquement, je crois, 250 ans par Coulomb en France. Ça a été mis, donc Coulomb, le même monsieur Coulomb qui avait fait l'électricité, donc qui a compris que le frottement entre deux corps dépendait de la force normale qu'on appliquait à ces deux corps-là. Et donc il y a la loi de frottement de Coulomb qui s'applique finalement à tous ces milieux-là, qui est plus le matériau est dense, plus il va résister. Et donc on va faire des tests en réalité sur un matériau donné pour dire finalement quelle est la loi de résistance. Et si elle n'est pas linéaire, alors si elle est linéaire, ben, il nous suffit peut-être de 3 tests, comme ça on va faire passer une droite par 3 points, et si ça reste une droite, ça veut dire que c'est linéaire, et donc là il nous faut juste 2 paramètres qui définissent la droite, et ces 2 paramètres, ça va être notre modèle de prédiction. Et c'est ce qu'avait fait Coulomb en utilisant un concept d'un autre chercheur qui s'appelle Moore. Et donc on se retrouve avec ce concept qui est utilisé universellement, Moore-Coulomb, parce qu'on présente ça dans un plan, qui dit que finalement le frottement, qui est cette résistance de 2 matériaux, c'est une ligne droite, il y a la pente de la ligne, qu'on va appeler l'angle de frottement, et il y a le point d'intersection qu'on avait appelé cohésion. Et tous ces matériaux-là, leur principale caractéristique qui fait est-ce qu'il y a rupture ou pas rupture, c'est basé sur la connaissance de cette droite-là, donc basé sur la connaissance de leur angle de frottement et de leur cohésion. Donc pour un sable, par exemple, quand vous faites un tas de sable sur la plage, en général, vous allez avoir un angle plus ou moins de 30 degrés. Ben, c'est son angle de frottement. Au-delà, si vous essayez d'avoir une pente plus grande, ben, ça ne tient pas. Donc il y a rupture en quelque sorte. Voilà, donc on fait ces modèles-là, et avec ces modèles-là, ben, on va prédire, on va dire finalement, si on veut excaver un tunnel voilà, pour faire passer une nouvelle ligne de métro au centre de Nice alors qu'il y a déjà plein de constructions, on veut s'assurer quand même que les constructions ne bougent pas et qu'on arrive à finalement vider la matière, ben, on va regarder quel est le frottement, à quel moment la résistance reste là. Et si le matériau ne peut pas tenir cette résistance, ben on va venir le renforcer. On va lui rajouter de la résistance pour qu'on puisse quand même vider et passer, par exemple, un tunnel ou faire d'autres ouvrages. Ouais, donc on est capable de se faire une bibliothèque aujourd'hui de matériaux où on connaît la résistance propre de chacun des matériaux dans un sol. Alors, en théorie, oui. Ce qu'il y a, c'est que la différence, par exemple, entre l'acier, le béton et un sol, c'est l'hétérogénéité. Dans le sens, l'acier, c'est un matériau, vous le créez, et donc vous lui donnez des propriétés. Le béton, pareil. Le sol, la roche, c'est des matériaux naturels que vous trouvez dans la nature, et en général, c'est un mélange de plein de choses. Donc, c'est très rare de trouver des matériaux naturels. Par exemple, une argile, on va rarement trouver un matériau argileux comme ça, 100%, pratiquement jamais dans la nature. Donc c'est un mélange de gravats, de plein de choses. Et donc du coup, ce qui compte, c'est qu'on ait compris la rhéologie, donc les caractéristiques physiques. Quand on a compris les caractéristiques physiques, on suppose que tous ces matériaux obéissent à cette conception de caractéristiques physiques. Après, donc, on fait que les tester pour avoir leurs paramètres pour rentrer dans ce concept. Donc, il y a grosso modo 5 caractéristiques rhéologiques auxquelles tous obéissent, plus ou moins. Et donc, on va trouver les paramètres qui caractérisent ces 5 caractéristiques et on va tout simplement les trouver chaque cas. Donc, à chaque fois qu'on a un projet, un ouvrage à réaliser, on teste le matériau en pensant que la physique qu'on a développée est déjà représentative. Dans le cadre, on viendra sur les sols et ce qu'on regarde, etc. Mais dans le cadre des déchets nucléaires, qui sont un enjeu monstrueux,
D'ailleurs, vous pouvez peut-être expliquer déjà pour les gens qui ne sont pas du tout au fait ce qu'est un déchet nucléaire très facilement, très rapidement et surtout pourquoi l'enjeu de le traiter est très important et au-delà de ça, pourquoi une des solutions c'est de l'enfouir dans le sol et à quel point c'est sûr, simple, économique. Il y a énormément d'enjeux autour des déchets nucléaires. Oui, il y a énormément d'enjeux, effectivement, pour différentes raisons, mais les principales, c'est que d'abord l'énergie nucléaire est une énergie qui est relativement importante en termes de quantité en couvrant nos besoins en électricité. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Bien sûr, on s'en sert pour d'autres aspects aussi, mais voilà. Un pays comme la France, je crois, c'est pratiquement, on est autour de 70% d'électricité qui provient de l'énergie nucléaire. C'est quand même considérable pour un grand pays industriel comme la France. Donc ça, c'est une importance. Alors, l'autre aspect qui est important, c'est que dans cette production de l'énergie nucléaire, le concept, c'est qu'on a des atomes qu'on fait frapper les uns sur les autres en quelque sorte. À chaque fois, elles se cassent. Et donc, c'est par ce phénomène de casser des atomes d'uranium qu'on génère l'énergie. Donc, je le dis de façon un peu simple, mais c'est un peu comme ça. Et à un moment donné, les atomes deviennent de plus en plus petits. À un moment donné, on n'arrive plus à les casser. Donc, on a beau les faire taper les uns sur les autres, ça ne se casse plus. Et donc, ce qui reste, c'est ce qu'on appelle le déchet nucléaire. Donc, c'est le fait que, voilà, on a produit l'énergie dont on avait besoin, mais reste ce déchet, ce matériau-là. Donc, ça, c'est une composante du déchet nucléaire. Et ça, c'est un peu le plus fondamental parce que ces déchets-là sont extrêmement radioactifs. Et qui dit extrêmement radioactif, c'est-à-dire que pour perdre cette radioactivité, il faut des millions d'années. On parle de dizaines de millions d'années pour que leur radioactivité disparaisse. Donc ça, c'est des déchets hautement radioactifs. Ensuite, le lieu où on a fait cette opération-là, dans les centrales nucléaires, à l'intérieur des foyers, tout ça est, peut-être on va dire contaminé, si on veut utiliser ce mot-là, mais tout ça est devenu aussi fortement radioactif. Donc on a tout ça qui fait qu'on a des matériaux à très forte radioactivité. Donc ça, c'est la catégorie C, donc déchets hautement radioactifs, dont finalement la durée de vie de radioactivité est extrêmement longue et extrêmement dangereuse pour l'être humain. Donc il faut s'en débarrasser et trouver une solution. Je reviendrai après sur les solutions qui ont été envisagées. Ensuite, on a ce qu'on appelle des déchets de moyenne radioactivité. Donc, c'est des déchets qui viennent aussi une partie des centrales nucléaires, mais aussi on utilise la radioactivité pour plein d'autres choses. Vous allez à l'hôpital vous faire une radio, on a utilisé la radioactivité. Pour maintenir les fruits et légumes plus longtemps, les conserves, en les mettant sous des rayons de radioactivité. On met même des logos verts dans les supermarchés pour dire que ça se conserve mieux. Donc on utilise dans l'armement, on utilise aussi la radioactivité. Donc il y a beaucoup d'activités humaines qui fait qu'on a des déchets qui sont de différents niveaux de radioactivité et donc de vie radioactive. Et donc il y a les déchets faiblement radioactifs, les déchets moyennement radioactifs, donc catégorie A, catégorie B, et les déchets hautement radioactifs, qui c'est la catégorie C dont je parlais. Donc ça, c'était pour ces trois composantes. Dans votre question, il y avait l'autre partie. La question, c'est justement qu'est-ce qu'on en fait. Pourquoi on choisit l'enfouissement finalement? Voilà, qu'est-ce qu'on... Alors, donc ça, il y a eu plusieurs tentatives. Comment on allait gérer ça. Et donc, au début, chaque pays essayait de gérer ça à sa façon. Donc, il y a des pays qui ont commencé à les mettre dans des fûts, à les déposer sur des plages en Afrique. On envoyait des bateaux qui les déposaient, donc ça s'est fait. D'autres ont jeté ça dans les fonds des océans.
Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Donc il y avait voilà, différentes idées comme ça qui ont commencé à se pratiquer. Après, d'autres avaient même proposé qu'on les envoie sur la Lune. Donc après il y avait le danger si une fusée explose, Oui. voilà. Et donc, mais après beaucoup d'idées qui allaient dans un sens et dans l'autre. Il y a eu un consensus, il y a à peu près une quarantaine d'années, sur le fait que la meilleure solution était de les mettre sous terre. Donc de les confiner autant que possible sous terre et de faire en sorte qu'on fasse des enfouissements de ces déchets pour qu'il y reste finalement la durée qu'il faut pour cela. Il y avait aussi avec la même idée, c'est que chaque pays doit gérer ses propres déchets. Donc il n'y a pas, mis à part une exception pour Luxembourg, tous les autres pays, parce que c'est un pays relativement petit en taille, tous les autres pays doivent gérer leurs propres déchets chez eux, donc, et les enfouir. C'est un petit peu le concept actuel, même si maintenant se développent certaines sociétés qui proposent de récupérer les déchets d'autres pays, de les enfouir, par exemple en Australie ou des choses comme ça. Mais pour l'instant, on en est à ce concept reconnu, accepté internationalement, d'enfouir sous terre les déchets nucléaires. On a des déchets hautement radioactifs, donc hautement dangereux. On comprend Voilà. bien qu'on ne peut pas rester à côté, sinon c'est compliqué. On comprend bien aussi que tout ce qui va toucher, vous avez parlé du phénomène de contamination, un peu tout ce qui va toucher un déchet radioactif peut potentiellement se contaminer. Donc s'il y a du ruissellement de l'eau, quand elle ressort, elle est contaminée, elle est dangereuse. Donc les déchets sont dangereux, ils rayonnent, donc ils sont dangereux loin. Et en plus, si quelque chose les touche, ils sont dangereux et contaminent. Donc Voilà. ils sont vraiment très compliqués. Exactement. Donc on a choisi de les mettre dans le sol. À quelle profondeur? Comment ça marche? Comment on arrive à les manutentionner, etc. Alors, donc les trois types de déchets ne sont pas traités de la même façon. Parce que d'abord, leur durée de vie et leur dangerosité n'est pas la même. Alors, on peut commencer par les plus radioactives, si vous voulez, ou bien on peut commencer pareil. Parce que qui peut le plus peut le moins. Allons peut-être vers les plus radioactifs qui sont les plus compliqués. Exactement, c'est le plus compliqué, c'est le plus dangereux, c'est certain. Alors, pour cela, l'idée, c'est que on va faire un système de multibarrières. Okay. Donc, ces déchets, l'idée, c'est donc, on les récupère, ils sont mis dans des fûts, donc on leur donne un petit peu une forme dans des fûts, et ces déchets émettent beaucoup de chaleur, ils sont très chauds. Donc, pour l'instant, on les met dans des piscines de refroidissement. Donc on fait des piscines dans lesquelles ces déchets sont mis le temps de se refroidir, mais aussi le temps qu'on avance dans les solutions de l'enfouissement en lui-même. Et donc l'idée, c'est que la première barrière, c'est ce fût vitrifié qui entoure le fût. Alors on va faire des fûts, chaque pays a un concept un peu différent, mais grosso modo c'est un fût, imaginez un fût de 5 mètres de longueur, on peut imaginer 1 mètre de diamètre, ce fût. Et donc ça, c'est la première barrière. On va l'entourer d'une barrière métallique. Alors, il y a différents types de métaux. Ça peut aller des métaux qui sont les plus résistants à de l'acier, tout simplement. Il y a une histoire de coût derrière ça. Donc, voilà, donc il y a des compromis à faire. Et ensuite, il y a une troisième barrière qui est une barrière ouvragée. C'est un sol, c'est une bentonite. C'est une bentonite qu'on va mettre. Alors, ça dépend des pays aussi. C'était le cas, par exemple, en France, le concept de la bentonite. Maintenant, il a été abandonné pour entourer le fût. On préfère le béton. Donc, voilà, imaginons soit la bentonite. La bentonite, son avantage, c'est que c'est un milieu granulaire. On va le mettre là de façon très sec. Donc, c'est un matériau très sec qu'on met, très compact. Et donc, tout ça, ça va se faire dans le sol à une certaine profondeur. Donc, après, il y a de l'eau qui arrive parce que, voilà, on est en grande profondeur, il y a toujours de l'eau. Et ce matériau va gonfler. Et en gonflant, l'idée, c'est qu'il va empêcher les radionucléides, après qu'il y ait corrosion de la partie métallique, que les radionucléides essayent de sortir,
cette barrière-là va les empêcher de sortir à cause du fait que ce matériau, la bentonite, gonfle énormément. Et ensuite, la dernière barrière, c'est la roche même. Donc on doit trouver une roche suffisamment imperméable, non fissurée, qui va finalement jouer le rôle de la dernière barrière et que le tout soit à une grande profondeur. Et plus on va profond, plus on s'éloigne, par exemple, du ruissellement vis-à-vis d'une nappe phréatique, des choses comme ça, plus c'est cher. Forcément. Et difficile. Donc il y a aussi ces compromis économiques à voir. Donc, je ne sais pas, on peut citer l'exemple français. Ouais. Mais, alors en France, donc la roche dans laquelle ça va se passer, ça s'appelle le cox. Donc c'est une argile extrêmement compacte. Ça se passe à la frontière belge, dans un village qui s'appelle Bure. Ouais. Donc là-bas, actuellement, il y a un laboratoire souterrain qui est opérationnel où on expérimente toutes ces technologies, tout ce processus. Et il y a un processus actuellement où l'ANDRA, qui est l'Agence nationale de gestion des déchets nucléaires, parce qu'il y a aussi du foncier dans cette histoire, donc même dans le souterrain, essaye d'obtenir donc tout l'espace à côté de l'espace actuel où ils sont en train de faire l'expérimentation pour faire par la suite le site d'enfouissement final pour ces déchets. Donc là, on est à des profondeurs autour de 500 mètres. Donc voilà, l'idée c'est que... Alors, cette roche-là ne va pas couvrir les 500 mètres en entier. Il faudrait qu'elle-même ait, disons, une épaisseur de telle sorte qu'on fasse... Parce que quand on fait ça, on va faire finalement des tunnels souterrains dans lesquels on enfouit tout ça. Donc c'est pratiquement une ville souterraine de tunnels qu'on crée. Donc il faut faut voir ça horizontalement. Mais ensuite, cette roche-là en elle-même, je ne sais pas, dans le cas français, peut-être c'est 80 mètres, 100 mètres maximum, je dirais. Donc si on fait tout ce système, ça serait grosso modo au milieu de cette couche. Et ensuite, on se retrouve avec d'autres couches de roches ou de sol au-dessus. Ouais, donc là, ce qui se passe en France, en effet, c'est que le plus gros des déchets est dans des piscines de refroidissement en attendant qu'on finalise la solution d'enfouissement. Qu'on finalise la solution, qu'elle soit validée par les autorités, ce qui n'est pas encore le cas. Donc actuellement, il y a tout ce processus de demande de licence, donc qu'on obtienne la licence pour pouvoir le réaliser. Et voilà, une fois que ça serait fait, mais pour l'instant, effectivement, les déchets hautement radioactifs sont tous dans des piscines de refroidissement, mais disons, en France, il n'y a pas eu encore de processus d'enfouissement réel des déchets nucléaires. On est sur des temps extrêmement longs d'expérimentation, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. En même temps, on est aussi sur des complications, parce que les déchets sont en surface dans des piscines, certes, mais s'il y a un tremblement de terre, on n'est pas en zone sismique, etc. Mais voilà, on imagine qu'il y a énormément de complexité. Est-ce qu'on a une idée de combien ça coûte ? Alors, ça coûte beaucoup d'argent. Je ne pourrais pas le dire pour la France. Peut-être pour la Suisse ? Oui, je vais vous le dire pour la Suisse. Ce qu'il y a, c'est qu'en général, ce coût-là, on l'a déjà payé. On l'a déjà payé avec notre facture d'électricité, en quelque sorte. Voilà, il y a une taxe recyclage dans la facture. En principe, c'est voilà. Donc, après, c'est les producteurs qui en sont responsables. Donc, c'est EDF en grande majorité, mais il y a aussi le CEA, le Centre des énergies nucléaires, parce qu'il y a aussi de l'armée, il y a aussi des hôpitaux. Dans le cas de Suisse, ça coûte 23 milliards francs suisses ou euros, 23 milliards d'euros, ce qui pour la Suisse représente le plus important projet ou chantier du siècle pour le pays. Donc, alors, après, il faut ramener ça aux proportions des deux pays. Ça veut dire qu'en France, je ne veux pas faire de projection comme ça, mais on parle de centaines de milliards.
Et à quel point, si demain, avec une baguette magique, tout le monde était d'accord sur les calculs, la sûreté, le financement, on a l'argent, etc., combien de temps prend le projet? Parce que j'imagine qu'il faut déjà creuser des tunnels d'accès, des tunnels horizontaux, etc. C'est extrêmement long. Oui, c'est extrêmement long, extrêmement long. Donc l'idée, parce que quand on fait un site comme celui-là, c'est pour une certaine durée. Mhm. Et donc, on parle grosso modo de quelque chose qui est autour de 200 ans Ok. de durée d'une licence pour un site. Après, le site va être fermé. Et après, chaque pays aussi a un concept de réversibilité vis-à-vis du site. Parce que l'idée, c'est de dire, si demain on trouve une nouvelle technologie pour traiter ces déchets, ou même tirer profit de ces déchets pour faire une autre énergie, est-ce qu'on ne pourrait pas aller rechercher ces déchets-là, pour ne pas les laisser là? Et donc, il y a des pays où on ne considère pas ce système de réversibilité. Il y a des pays où on a un système mi-réversible, on va dire par exemple, on va attendre 200 ans, 400 ans, et après on ferme complètement. Et à ceux qui aimeraient laisser complètement réversible. Mais ça coûte trop cher. Déjà, le semi-réversible, qui est le concept plus ou moins considéré en France, ça a son prix. Mais l'idée, c'est de se dire peut-être qu'après 200, 300 ans, on trouverait une autre technologie et on viendrait les récupérer. Ça veut dire qu'on ne va pas sceller les tunnels? Complètement. J'imagine qu'on pourrait injecter du béton, tout fermer. On va laisser ouvert. On va laisser, et on continue à monitorer, Mhm. à suivre ce qui se passe, parce qu'au cas où aussi, il y a des choses qui se passeraient, il y a des fuites, il y a des choses, parce que voilà. Et donc, on continue à suivre la vie de l'ouvrage sur une certaine durée, et après, à un moment donné, on va sceller. Mais effectivement, ça prend beaucoup de temps. C'est quand même terrible, philosophiquement, je veux dire, parce qu'on a des déchets avec des vies, des demi-vies, en effet, de plusieurs centaines de milliers d'années pour les plus radioactifs, et nous, on calcule à 200 ans, 400 ans. Et en fait, on laisse un peu le cadeau aussi empoisonné aux générations futures. Ouais. Oui, oui, et c'est évident que oui, c'est quelque chose qui n'avait pas été abordé dès le début de cette technologie, parce qu'on le savait dès le début avec le nucléaire, qui avait cette question de déchets. De l'autre côté, il n'y avait pas beaucoup d'autres alternatives, donc il fallait choisir entre nucléaire ou d'autres technologies. Et voilà, on se retrouve avec cette problématique qui est quand même relativement sérieuse. Ouais, j'ai l'impression qu'on s'est dit aussi très longtemps, et comme vous l'avez soulevé, plus tard, on trouvera un moyen de valoriser ces déchets, de les recycler, etc. Et donc on est un peu, pardonnez-moi l'expression, le cul entre deux chaises, entre on les stocke, on ferme tout, et attends un peu. Oui, oui, aussi c'est quelque chose, dans un débat politique, peut-être ça passerait mieux de dire qu'on laisse une certaine réversibilité pour certaines sensibilités, surtout environnementales, où on dirait ah oui, mais peut-être qu'il y a un espoir. C'est aussi peut-être ça fait passer aussi la chose plus facilement chez ceux qui s'opposent fermement à cet enfouissement, mais ça a un coût aussi. Donc c'est un peu aussi là qu'il faut balancer les choses. J'imagine que les populations locales en France ou en Suisse, les gens qui habitent pas loin doivent un petit peu se poser des questions sur la sécurité, etc. Effectivement, ça c'est un point très sensible vis-à-vis d'abord de la sécurité, aussi vis-à-vis de, par exemple, si vous avez un bien immobilier sur la valeur de votre bien, vous avez bien que vous avez une dévaluation. Bien sûr, on voit bien que les agences de gestion des déchets nucléaires un peu partout dans le monde essayent d'acheter tous les biens dans la région, peut-être essayer d'aller dans des endroits qui ne sont pas extrêmement, qui sont pas densément habités, mais ça n'empêche effectivement que pour la population locale, c'est un gros souci. On va aller du côté du CO2, parce que on peut stocker du CO2 dans le sol. Et alors moi la première fois que j'ai entendu parler de ça, je me suis dit on va le prendre dans l'atmosphère pour aller le mettre dans le sol, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Est-ce que vous pouvez expliquer les techniques d'enfouissement du CO2, pourquoi on en est venu à cette idée plutôt qu'une autre, et qu'est-ce que ça peut apporter? Oui, alors donc d'abord pourquoi on s'intéresse au CO2? Parce que c'est démontré que l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère fait un dérèglement Tout à fait. Climatique. Donc ça, c'est démontré. Et donc, on a tout intérêt
d'abord à émettre moins, à émettre moins de CO2, donc, et on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'activités humaines où on ne peut pas se passer d'émettre du CO2. Donc, que ce soit de la mobilité, des véhicules, que ce soit des activités agricoles, des activités de l'industrie, faire la pétrochimique, mais aussi faire des médicaments. On produit beaucoup de CO2 dans beaucoup de choses. Faire du béton, faire de l'acier, on en a besoin, on continue à construire, on n'a pas d'autres matériaux de construction autres que ceux-là qui soient autant résistants. Donc voilà, donc on produit beaucoup de CO2 et donc comment on peut finalement limiter l'impact? Une idée serait de dire on émet moins, ok. L'autre idée c'est de dire on capte du CO2 là où il est densément présent et on l'utilise pour d'autres activités. Maintenant, on parle de plus en plus, par exemple, de faire de l'hydrogène vert, des choses comme ça, mais ça reste, entre guillemets, anecdotique par rapport au volume d'émissions qu'on a déjà de CO2, de millions de tonnes. Et en réalité, quand on regarde la question sur un autre angle, le CO2 a été principalement produit avec l'industrialisation, mais aussi avec finalement l'exploitation hydrocarbures, pétrole et gaz. Et donc, en réalité, le CO2 vient du sous-sol, parce qu'il vient avec ces fluides-là. Donc, on a été chercher du sous-sol, on l'a fait arriver dans l'atmosphère, et l'idée serait de dire, pourquoi on ne le remet pas dans le sous-sol, là où il était avant? Et donc, c'est ça le concept. Et avec ce concept arrivent deux choses importantes, à mon sens. La première, c'est qu'on peut faire ça sur d'extrêmement grandes quantités, sur de très grands volumes. Chacun de ces projets de séquestration de CO2, c'est un certain nombre de millions de tonnes par an qu'on peut séquestrer. Donc, c'est de grands volumes. Et l'autre aspect important, c'est que si on enlève le CO2 de l'atmosphère, donc c'est pas seulement on n'a pas émis plus, mais on peut revenir dans un système négatif. C'est-à-dire on repasse en diminuant donc la quantité de CO2. C'est pour ça la séquestration de CO2, on appelle ça net en anglais pour negative emissions. C'est-à-dire, franchement, on récupère du CO2, on le met dans le sol. Alors, le concept, c'est qu'on va trouver des lieux de concentration d'émissions de CO2, par exemple là dans la production d'hydrocarbures, mais aussi dans une cimenterie, dans les lieux où on a il y a une densité. Là, il y a des technologies qui arrivent à filtrer ce CO2 parce que CO2 a des caractéristiques par rapport à d'autres gaz qui sont différentes, soit la densité, soit les choses. Donc, on arrive à filtrer les gaz. Donc, directement à la sortie de l'usine. Directement à la sortie d'usine. Donc là, avec des membranes, par exemple, imaginez, avec des membranes, on arrive à filtrer ce gaz. Oui, ça peut être parce que le CO2, c'est un fluide. Et qui dit fluide, ça veut dire c'est soit un liquide, sous forme liquide, soit sous forme gaz. Donc, c'est le même matériau, en quelque sorte, et c'est selon la pression et la température, c'est comme l'eau. Oui, il change d'état. Il change d'état, exactement. Donc, on peut le capter, et après, comme un gaz, on peut le transporter, soit sous forme liquide, soit sous forme de gaz, à un point d'injection. Donc, on va faire un point quelque part, et on va l'envoyer sous terre à une profondeur pour que ce soit économiquement, ça fasse sens, une profondeur qui dépasse les 800 mètres. Alors, pourquoi 800 mètres? Parce que quand on dépasse les 800 mètres, on est dans une profondeur où les pressions dépassent disons 73 bars, donc c'est une certaine force, donc il y a des pressions qui sont élevées, et les températures sont plus grandes que 33 degrés Celsius, sous cette gradient géothermique. Et quand on rentre dans cet état de cette pression et de cette température, le CO2 se trouve dans un autre état, ni gazeux ni liquide, c'est un état qu'on appelle supercritique. Et quand il est supercritique, il diminue de volume presque 500 fois. Ok, donc on vient le compresser. Voilà. Enfin, le sol vient le compresser pour nous. Voilà. Et donc, du coup, on peut mettre moins, en quelque sorte. On a besoin de moins de place. Moins de place pour mettre le volume.
Donc voilà, donc pour que ça soit économiquement intéressant. Ça. Et donc, donc on va dans des couches comme ça. Il faut trouver des couches qui soient poreuses. Donc il y a suffisamment de pores pour qu'on puisse l'injecter, ce CO2. Et après, il se trouve que en général, à ces profondeurs-là, il y a de l'eau salée, qu'on appelle brine. Donc c'est de l'eau salée. Et donc le CO2, il est plus léger en densité que cette eau-là. Et donc le CO2 aura tendance à remonter. Et donc on doit faire en sorte que le CO2 ne remonte pas. Donc on doit trouver des couches au-dessus desquelles il y a des couches imperméables. Okay. On va appeler caprock. Donc en général, ça pourrait être des schistes qui doivent être imperméables, qui elles vont empêcher le CO2 de remonter. Alors après, il y a toujours le risque des fuites par les forages qu'on fait, parce qu'on met du béton là et tout, il peut toujours fuir là. Mais globalement, donc on essaie de trouver ces volumes-là, et donc on injecte le CO2 à ces profondeurs-là. Après, il y a un certain nombre de questions techniques, de risques et tout ça qu'on peut discuter, mais le concept en lui-même, c'est celui-là. Je voyais dans certains de vos cours et de vos conférences que, en fait, ce moyen de stockage est tellement potentiellement efficace qu'on pourrait quasiment atteindre les niveaux des accords de Paris sur la réduction du CO2, etc. On peut vraiment en stocker des quantités immenses. Exactement. On pourrait donc effectivement, donc l'idée, ça serait non pas de dire on ne dépasse pas les 2 degrés supplémentaires d'augmentation de la température qui sont fixés par les accords de Paris, mais on pourrait même revenir à quelque chose d'en dessous, parce que c'est un référentiel qu'on s'est mis cette non-augmentation. Alors, ceci dit, ça paraît facile comme ça. Après, derrière, il y a d'abord des notions économiques, financières. C'est ce que j'allais vous demander. Ensuite, il y a aussi des considérations environnementales qu'on peut discuter. Mais alors, si on parle des considérations économiques, toute la question, c'est qui doit payer pour cette séquestration? Alors, il y a différents modèles parce qu'il y a différentes réponses. Il n'y a pas une réponse unique. Les Norvégiens, par exemple, ont un très bon ont un concept, je ne vais pas porter de jugement, ont un concept, du moins ils ont essayé d'avancer sur la question. Bon, d'abord c'est un pays qui a une grande tradition d'hydrocarbures, donc ils ont et c'était parmi les premiers à avoir développé des sites de séquestration de CO2 en Europe, ça date des années 90, donc ils avaient déjà une expérience avec ça. Et ils sont arrivés avec un concept qui consiste à dire l'émetteur de CO2 doit capter son CO2, donc la capture des CO2 est faite par l'émetteur sur le site. Ensuite, c'est à la charge de l'État de transporter le CO2 et de le séquestrer. Alors, le captage du CO2, c'est, disons, on va dire, c'est autour de 10 € la tonne, pour dire quelque chose. Le transport, disons, on est autour de 10 à 20 € la tonne, selon la distance où on va, tout ça. Et le séquestrer, on parle plutôt de 80 € la tonne. Alors, bien sûr, c'est des chiffres il y a des gens qui pourront le multiplier par 2 ou diviser par 2 selon quelle interprétation on veut donner à la chose. Mais ce que je voulais dire ici, c'est un peu les ordres de grandeur entre capturer le CO2, le transporter et le séquestrer. Donc voilà, la Norvège est passée là-dessus, ce qui veut dire, ça veut dire la responsabilité de l'émetteur est, disons, grosso modo, peut-être le 1/4 du coût qui reviendrait à la société. Donc dans une société, ça serait plutôt la collectivité qui payerait pour la grande partie par rapport à celui qui fait son industrie. Ça, c'est un concept. Il y a ceux qui disent pourquoi c'est à nous de payer pour quelqu'un qui est en train de polluer. C'est un autre concept. Donc, après, il y a ceux qui... Voilà. Donc, il y a plusieurs concepts là, derrière ça, mais la technologie en elle-même, elle est là, elle est présente. Plus on va la développer, plus son coût va diminuer et plus on la maîtrisera. Il y a aussi cet aspect-là. Et celui qui va la maîtriser le plus vite il va dominer le marché et le monde aussi avec ces technologies.
Donc ça aussi, c'est un message un petit peu peut-être, parce qu'on parle des capacités industrielles de l'Europe en ce moment, que ce soit avec le réarmement ou des choses comme ça, vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis des États-Unis. Là aussi, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut se positionner. Après, juste un dernier élément lié à ça. Maintenant, il y a des hubs qui sont en train d'être développés en mer du Nord par les Scandinaves d'un côté et par les Anglais de l'autre. Ils développent aussi des ports liés à ça, où l'idée finalement est de récupérer le CO2 capturé par les différentes industries et de séquestrer donc soit en mer du Nord, soit en mer anglaise, du Royaume-Uni plutôt au nord, et de faire payer aux émetteurs de CO2 finalement de ce processus. On dit voilà, c'est comme n'importe quel déchet, on vous achète, on récupère et vous nous payez pour le processus. Et ça se développe fortement actuellement. Donc actuellement, ils le font encore par bateau, mais il y a des constructions de tunnels pour l'acheminement de tous les pipelines et tout ça. Et donc, il y a un grand développement qui se fait au nord de l'Europe pour récupérer le CO2 au niveau, disons, jusqu'à la partie européenne. Et donc on stocke dans le sous-sol de la mer. De la mer. Donc pas dans la mer elle-même. Oui, oui. C'est ce qu'on appelle offshore. Donc c'est dans le sous-sol de la mer. En réalité, la plupart des ouvrages qui ont été réalisés jusqu'à présent, une bonne partie d'entre eux sont en offshore comme ça. Et est-ce qu'on peut réutiliser d'anciens puits de pétrole ? Pas complètement, mais le CO2 a été et continue à être beaucoup utilisé dans le milieu pétrolier pour pousser le pétrole à sortir. Donc, c'est ce qu'on appelle le EOR. C'est un peu pour renforcer la production de pétrole ou de gaz. Donc, on injecte d'un côté le CO2 et on pousse. Et donc, du coup, les milieux pétroliers parlent aussi ils ne parlent pas de séquestration, mais ils disent qu'ils contribuent aussi parce qu'ils remettent le CO2 sous sol. Mais en même temps, ils l'utilisent dans un processus d'extraction aussi du pétrole et du gaz de l'autre côté. Et donc, c'est les fameux crédits carbone, le business repose en partie là-dessus. C'est-à-dire que les boîtes qui séquestrent vendent ces crédits carbone aux entreprises qui polluent ? Ouais, non, c'est pas exactement comme ça, mais non, c'est pas exactement. Le crédit carbone, c'est plus une façon de s'affranchir. Oui, en réalité, il y a une certaine responsabilité, mais la valeur du crédit carbone n'est pas vraiment représentative de la valeur finalement de se débarrasser du CO2. C'est un peu un droit de polluer, entre guillemets. Oui, en quelque sorte, voilà. Et la valeur de la pollution du crédit carbone en Europe, elle est relativement basse par rapport à le vrai impact de l'émission du CO2. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un enjeu aussi économique derrière ça, parce que si la valeur, elle vient de monter en Allemagne, par exemple, je crois qu'elle atteint maintenant 40 € la tonne. Si on la monte beaucoup, on diminue la compétitivité. Oui, contre les Américains, les Chinois. Exactement, de l'industrie. Et pourquoi il n'y a pas aussi une délocalisation voilà. Donc il y a un compromis aussi à faire ça. Et donc il y a aussi le fait qu'il y a un certain nombre d'industries, en particulier le béton, donc le ciment et l'acier, qui quand même sont très importants, que chaque pays ait une maîtrise sur parce que c'est sur ces industries-là, et donc on doit continuer à le faire. Mais c'est toujours la limite de la volonté politique entre la compétitivité et on garde les industries chez nous et qu'ils soient fortes et la réglementation dans le sens. Voilà. Mais la technologie, elle est là. Dans les 2 dernières COP, elle a été fortement, disons, soutenue, mise de l'avant. Mais il faut voir, parce qu'auparavant, elle était bannie. Par les milieux environnementaux, écologiques, tout ça, c'était quelque chose qui était banni complètement, on ne voulait pas en entendre parler. Maintenant, il y a entre guillemets un retour à la raison, parce qu'il y a du pragmatisme, on voit quand même, c'est une technologie qui apporte beaucoup de solutions et qui finalement, il
il y a des aspects techniques qu'on peut discuter, mais quand même, c'est de grands volumes dont on peut se débarrasser de tout ça. Le coût est là, mais que la technologie peut vraiment aider à faire quelque chose sur le problème. On parle d'économie et c'est intéressant. Et vous parliez en début d'entretien que vous aviez aussi des startups et que vous faisiez de la recherche. Et finalement, c'est bien joli la recherche, j'ai envie de dire, mais il faut la financer. Et donc parfois, ça amène à vendre des produits, à faire avancer finalement également l'économie elle-même. J'ai vu que vous faisiez du biociment. Vous faites peut-être d'autres choses. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu ces recherches finalement qui finissent dans la vraie vie économique avec des vrais produits? Oui, alors, ouais, donc on peut commencer par le biociment. Effectivement, on a développé un ciment. Le ciment sert à beaucoup de choses, hein, ça à construire, mais le ciment, c'est un liant aussi qui permet aussi d'augmenter la résistance des matériaux, donc de stabiliser des sols, il permet aussi d'imperméabiliser des fois, donc ça sert à ce genre de choses. Et le problème du ciment, c'est que pour obtenir le ciment, on doit faire passer des matériaux à des températures extrêmement élevées, 1400, 1500 degrés, beaucoup d'émissions de CO2. Voilà. Et donc nous, on s'est dit, est-ce qu'on arrive à créer des liants similaires au ciment, donc cimenter les sols sans avoir besoin de passer par des hauts fourneaux, de pollution et tout ça. Et donc, on a reproduit le processus qui fait qu'on passe du sable à la roche. Donc, toutes les roches, c'était des sables dans le passé. Et après des dizaines de millions d'années, on arrive au système qui est la roche. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans la roche par rapport au sol? Il y a de la calcite qui cimente les grains. Et donc, nous, on reproduit le même principe en quelques heures. Vous reproduisez des millions d'années de nature en quelques heures. En quelques heures. Donc, on crée cette calcite qui permet finalement à notre sable, par exemple si on prend un sable qu'on veut renforcer pour en faire une roche pour pouvoir construire dessus, on arrive à faire ça en quelques heures. On utilise pour ça des bactéries qui sont des catalyseurs. C'est des bactéries qui accélèrent le processus naturel de génération de la calcite. Donc, on utilise des bactéries qui font qu'on passe avec un multiple de 10 puissance 14. Ce qui est beaucoup. C'est beaucoup. Voilà. Et donc, on fait ça. Donc, on crée un biociment qui est un liquide en réalité. Donc, on a deux liquides. On a notre biociment et qu'on va mélanger avec une autre solution. Et donc, quand on mélange ces deux solutions, la calcite se forme. Et donc, on va injecter donc, sur un lieu où on veut stabiliser un glissement de terrain, où on veut stabiliser une route, on veut, voilà, toutes choses que vous voulez renforcer, on vient le faire avec ce processus-là sur place. Donc c'est un liquide, donc la viscosité c'est celle de l'eau, donc il ne faut pas des grandes pompes comme on voit pour le ciment. Donc c'est vraiment les petites pompes, donc on parle de quelques barres de puissance et on vient injecter ça et on renforce la région. Et donc voilà, donc là, j'ai 3 brevets qui protègent différentes composantes de cette technologie de biociment. Et donc on a créé une start-up il y a 8 ans qui développe cette technologie. Donc on a des usines de fabrication, soit standard, aussi on a des usines mobiles pour aller à différents endroits en Europe pour faire les projets. Et c'est quelque chose qui commercialement est disponible Qui est commercialement disponible, qui est les coûts sont même de grandeur que le ciment Portland conventionnel qu'on connaît, avec une empreinte carbone qui est plus de 50% plus faible et avec une efficacité qui est assez similaire. Et donc voilà, donc c'est ça qu'il y a toute une équipe qui travaille dessus. Donc ça, c'est une technologie. Après, je travaille sur une autre technologie que j'ai appelée les géostructures énergétiques. Il y avait tout un débat sur la terminologie au tout début de cela. Alors, l'idée, c'est que quand on construit une maison, par exemple, un immeuble, on a toujours besoin de fondations. Il n'y a pas de construction sans fondation. Donc, dans les fondations, on met du béton, on met de l'acier pour que ça soit renforcé. Et donc, l'idée, c'est de dire, on va mettre aussi là-dedans des échangeurs
géothermiques, des échangeurs d'énergie. Donc, on va mettre ces échangeurs d'énergie. Donc, on transforme toutes les fondations des constructions en échangeurs d'énergie. Et ensuite, on se dit, voilà, donc on a nos fondations. Dans le sol, il y a une température. Elle est constante, la température, sur toute l'année, n'importe où sur Terre. Ce n'est pas la même température n'importe où sur Terre, mais elle est toujours constante. À partir de quelle profondeur? À partir de 3-4 mètres, la température est constante toute l'année. Elle n'est pas affectée par les variations et elle est constante sur la profondeur à laquelle on fait des fondations. Les plus profonds pieux qui existent au monde, c'est une centaine de mètres, mais ça c'est Burj Khalifa à Dubaï, comme ça. Après, à Londres, il y a 70 mètres, mais en général, les pieux, c'est entre 15 et 35 mètres, des choses comme ça. Et dans tout ce volume-là, on a une température constante. Okay. Et donc, on remarque, donc, le bâtiment, par exemple, en été, il est plus chaud que le sol. Le sol, disons, en général, bon, à Nice, on va être peut-être à 15 degrés toute l'année, on va dire ça. Donc, le bâtiment est plus chaud que le sol. Donc, si je prends un fluide qui passe dans le sol et qui va aller dans mon bâtiment, il va refroidir, un peu rafraîchir le bâtiment. Alors, bien sûr, les 15 degrés, peut-être ça ne me suffit pas, surtout si je fais l'inverse pour l'hiver. Disons, le bâtiment il est à 5 degrés, le sol est à 15 degrés, je vais lui ramener du 15 degrés. Bon, ça ne chauffe pas beaucoup. Mais ce qui compte pour nous, c'est que cette différence de température peut alimenter une pompe à chaleur. C'est exactement comme le frigo que vous avez à la maison. Il est tout le temps à 4 degrés, quelle que soit la température de la pièce, de la cuisine. Donc nous, on utilise une pompe à chaleur qui va démultiplier cette différence de température par un coefficient qui peut être 5 fois, 10 fois plus important. Dès que si vous avez 5 degrés de différence, vous pouvez avoir 50 degrés de différence appliqués dans votre construction. Et donc avec ça, vous pouvez générer une énergie thermique. L'énergie thermique représente au moins 80% de l'énergie, du besoin énergétique de toute habitation. Au moins 80%. L'énergie électrique, elle est secondaire. Elle ne dépasse jamais le 1/5 des besoins. Donc l'électricité qu'on voit, c'est pas, en général, on transforme une énergie électrique en énergie thermique pour chauffer, refroidir, avoir l'eau chaude. Sinon, tout est thermique par la base. Et donc, avec cette technologie, on peut fournir les 80% des besoins énergétiques du bâtiment de façon extrêmement simple, complètement environnementale, parce qu'il n'y a pas vraiment d'émissions de CO2. Il faut de l'électricité pour la pompe chaleur. Ça peut être une électricité photovoltaïque, mais ça peut être un autre type d'électricité. Mais le coefficient de performance, qui est le rapport entre l'électricité qu'on a donnée à la pompe à la chaleur et l'énergie qu'on a récoltée, fait que c'est un petit peu minime par rapport à ce qu'on a obtenu comme énergie. C'est à bas coût, parce que la technologie en elle-même, faire ces échangeurs d'énergie, c'est pas extrêmement cher. C'est des tubes en plastique qu'on met, c'est de l'eau qu'on fait circuler dans le système. Et les pompes à chaleur, ça a un prix, mais c'est pas exorbitant. Et c'est à comparer aussi avec d'autres technologies, que ce soit le gaz, le mazout ou d'autres. Et donc, ça permet de rendre les bâtiments autonomes en énergie. On peut construire des bâtiments qui sont complètement autonomes d'un point de vue énergétique. Et même qui peuvent même produire plus d'énergie en donner à d'autres. Et après, on a toutes les infrastructures. Vous avez par exemple un tunnel, tout ce qui est sous terre. Vous construisez un tunnel, par exemple, ça a été fait à Paris pour le Grand Paris Express avec les nouvelles lignes de métro. Vous avez soit des stations de métro, soit des tunnels qui sont équipés en échangeurs d'énergie et qui vont fournir de l'énergie aux habitations aux alentours. Et donc, du coup, on peut faire aussi tout un système au niveau d'une ville où cette énergie vient de toute infrastructure qu'on fait sous terre. Alors, donc ça, c'est ce qu'on avait commencé à faire dans ces infrastructures énergétiques. Il se trouve que les nouvelles constructions, parce que ça, c'est pour les nouvelles constructions, représentent grosso modo 2% du bâti. Donc, il nous manquait les 98 autres pourcents. Et là, on est venu avec une autre idée. Alors, on a inventé, c'est toujours prétentieux d'utiliser ce mot-là, mais on est le seul à le faire, il est breveté. Donc, c'est ce qu'on appelle un panneau géothermique.
on connaît le panneau solaire qu'on met sur les... Nous, c'est un panneau géothermique qu'on met contre les murs sous terre. Donc vous avez une cave, vous avez une station de métro. Par exemple, à Nice, les nouvelles stations de métro, elles auraient toutes pu être déjà équipées en échangeurs géothermiques et comme le tunnel, ça n'a pas été le cas. Mais maintenant, on peut toujours les équiper avec ces panneaux qui viennent mettre contre vos murs et qui vont capter l'énergie qui vient du côté sol. Mais si c'est dans un métro, par exemple, il y a aussi de l'énergie qui vient de l'air. Donc, il y a une convection de l'air qui génère aussi de l'énergie. Donc, cette énergie, on va la capter et on va faire le même concept. On va chauffer et refroidir les bâtiments avec ces panneaux-là. Ce qu'il y a, c'est que la performance des panneaux est extrêmement élevée parce que contrairement à mettre dans des nouvelles constructions dans le béton, ces tubes-là, mais on est entouré par le béton et tout, donc on fait avec, mais on a suffisamment d'énergie, mais on fait avec. Là, c'est nous qui fabriquons ce sandwich qu'on vient mettre dans ce panneau, et donc on lui a donné des performances extrêmement élevées, de telle sorte que c'est le coefficient de performance d'une construction ordinaire, donc une nouvelle construction, on tourne... par exemple, si je prends un pieu, on va dire, on va faire 100 watts par mètre de pieu. Là, avec ces panneaux, on arrive à faire du 150, 170 watts par mètre carré, ce qui est extrêmement puissant. Donc, oui, et en plus, ça demande zéro travaux. On vient juste le mettre comme un tableau. Oui, et en plus, on met aussi, si vous le souhaitez, on a un système où on peut mettre des écrans et on peut même mettre de la publicité dessus. On peut finalement animer aussi ces panneaux-là. C'est ça qui est fou dans la science, c'est que ça permet vraiment des applications qui sont super intéressantes, parfois moins chères, moins énergivores, et qui sont super intéressantes économiquement. Et c'est aussi ça, je pense, la beauté de la recherche. Oui, c'est assez excitant, je dirais. C'est le fait, finalement, parce que pour arriver là, parce que là, je le présente de façon assez simple, mais que ce soit, par exemple, par rapport au biociment, il m'a fallu une dizaine d'années déjà pour pouvoir réaliser les premières éprouvettes. Là aussi, ces panneaux-là, c'est 10 ans et 10 générations de panneaux pour qu'on arrive aux performances qu'on a aujourd'hui. Donc c'est un processus qui est long, on n'est pas sûr sur quoi on peut arriver, mais quand on voit que les performances sont au-delà même de ce qu'on aurait pu imaginer, effectivement, je rejoins ce que vous disiez, là on se dit oui, effectivement, quelque part, les concepts théoriques débouchent sur des choses qu'on n'aurait pas pu envisager autrement. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez jeune? Parce que vous jouez au Lego de grandes personnes dans le sol, avec des forages très grands, etc. Je voulais faire de la politique. Ah oui? Oui, quand j'étais jeune, je me voyais politicien. Après, il y a une sélection un peu, entre guillemets, naturelle de la société. On est guidé dans le sens où, quand on est au collège, on va prendre ceux qui se débrouillent mieux, on va les envoyer en bac terminal C, des choses comme ça, donc plus matheux, plus sciences, et ceux qui sont moyens, on va dire, plus biologie, des choses comme ça, et les autres littératures, ce qui est complètement débile, mais ça se faisait comme ça à mon époque. Et donc je me suis retrouvé à faire des maths, ce que j'aime bien aussi, et tout ça. Et après, le défi, c'est de dire que quand on fait des maths, on va en école d'ingénieur. Bon, voilà. Et là, à un moment donné, j'avais pensé à la physique nucléaire. On m'a dit non, mais pour faire de la physique nucléaire, il faut d'abord faire quelque chose d'autre. On n'arrive pas en physique nucléaire. Il faut d'abord avoir fait soit de la physique, soit fait un ingénierat. Donc voilà, et finalement, je me suis retrouvé à faire de la recherche et je crois que c'est une chance aussi. Et j'ai l'impression, quand je regarde votre parcours, que vous ne voulez pas choisir entre l'enseignement, la recherche, les startups, et vous n'allez pas à fond dans un domaine, vous restez partout. C'est une volonté,
Oui, c'est une volonté parce que fondamentalement, la recherche, c'est ce qui m'intéresse le plus. Parce que finalement, mais d'un autre côté, c'est assez égoïste parce qu'on peut rester dans son coin, dans son bureau. Le défi, c'est de faire des articles qui sont appréciés par des pairs. Et quelque part, je trouve qu'on manque là l'aspect ingénierie, l'aspect finalement d'apporter quelque chose de plus. Donc pour moi, c'est ce qui est le plus important, mais c'est limité si on n'arrive pas à en faire quelque chose. Donc, d'abord, transmettre ça aux nouvelles générations en enseignant, c'est important parce que les gens qu'on forme contribuent énormément ensuite à ce que je développe. Donc la plupart des choses que j'ai développées, je les ai développées avec mes précédents étudiants qui ont travaillé avec moi pendant de très longues années et qui à la fin sont devenus meilleurs que moi et porteurs de projets sur les sujets. Donc si je ne les avais pas formés, j'aurais été tout seul et j'aurais rien fait. Donc former des gens permet d'avoir des équipes performantes. Et ensuite, ces mêmes personnes les emmènent dans le milieu industriel. Et moi-même, je ne peux pas vouloir faire de la recherche et être entrepreneur. Je le suis un petit peu, parce que sinon on n'aurait pas lancé des startups. Parce que quand on dit startup aussi, on n'est plus dans le milieu académique. Startup, c'est une entreprise. Oui. C'est des fonds, c'est des actionnaires, c'est un marché, c'est une concurrence. Il y a tout ça, donc il y a des budgets, il y a aussi des employés, il y a des vies de famille, il y a tout ça, donc, et ça je suis impliqué dedans, donc je le vis à distance, mais je suis derrière tout ce qui se passe, parce que entre guillemets je suis un peu le plus senior, mais en même temps c'est ceux qui sont à la manette qui opèrent, mais on est en rapport presque quotidien de ce qui se passe. Mais ça n'empêche que ce n'est pas moi qui suis au front directement. Donc moi, je reste un peu à l'abri, peut-être derrière. Mais s'il n'y avait pas cette composante-là, moi, je trouverais que... Mais j'ai énormément de collègues qui font que de la recherche. Et j'ai beaucoup de respect à cela. Je ne veux pas non plus dénigrer quoi que ce soit. Mais moi, je me sens plus à l'aise en ayant ces différentes composantes. C'est un peu c'est comme ça que je me suis créé mon environnement et ma carrière, parce que pour moi, ces composantes sont très complémentaires et me sont nécessaires. Si je n'avais pas l'aspect entrepreneurial, il me manquerait énormément de choses. Mais c'est des choix, mais je sais que énormément de mes collègues, ça les a, je dirais même, des fois, certains, ça les dégoûte. Oui, c'est souvent que les scientifiques sont un peu réticents par rapport au business. Et c'est ça qui est rigolo. C'est qu'il y a assez peu finalement de gens qui font de la recherche profonde, importante, impliquée comme vous qui publiez beaucoup et qui en même temps font du business. C'est assez rare finalement. Oui, c'est pas la majorité, loin de là. Ouais. C'est quoi votre prochaine start-up ? La prochaine, on a développé, là on est en train de breveter, un système de mesure des, je vais dire le mot technique, contraintes, mais on va dire c'est des forces, parce que la contrainte c'est la force divisée par une surface. Okay. Donc c'est un système qui mesure les forces horizontales dans le sous-sol. Et ça, personne ne sait le faire. Et pourquoi c'est important ? Parce que tous les projets qu'on fait, donc que ce soit nucléaire, on a parlé, séquestration de CO2, extraction de pétrole, stockage d'hydrogène, tout ce que vous pouvez imaginer dans le sous-sol, on connaît la valeur de la force qui vient, ou la contrainte verticale, mais on ne connaît pas l'horizontale. Et si on ne connaît pas l'horizontale, on doit faire ce qui se fait partout dans le monde, des hypothèses sur l'horizontale. Et donc les hypothèses qu'on fait sont très conservatrices, donc parce qu'on se met du côté de sa sécurité, et on perd énormément d'argent. Donc parce qu'on ne sait pas si on veut creuser horizontalement, ou si on veut fracturer horizontalement, que ce soit pour la géothermie, que ce soit pour des gaz de schiste ou des pétroles de schiste, tout ça, mais fracturer. Je dis aussi la géothermie parce que les gens le voient ça de façon plus positive que si je dis du gaz de schiste, mais fracturer, si on veut fracturer pour un tunnel, n'importe quoi, si on ne connaît pas la contrainte horizontale, ben on perd beaucoup d'argent.
on perd en sûreté. Et donc, nous, on a développé une technologie qui permet de mesurer cette contrainte horizontale. Et donc là, voilà, la start-up est en cours de développement. C'est fou parce que donc, vous êtes en train de me dire que jusqu'à aujourd'hui, cette contrainte, on l'a fait au jugé avec des formules et on Ouais. prend énormément De sécurité de sécurité. dessus. Ouais. Et donc, voilà. Et après, il y a des gens qui, après avoir fait 30 ans de forage, ils ont plus d'expérience que celui qui commence. Et donc, ils vont dire, oui, là, on peut diminuer le coefficient de sécurité par 2. Voilà. Donc, nous, on va leur permettre de mesurer réellement et donc de connaître la vraie valeur. Et donc, ne fasse plus le pifomètre. Et donc, j'espère leur faire économiser de l'argent. Intéressant. Si vous aviez pour le mot de la fin un conseil à donner à un jeune qui nous écoute, qui est en fin d'études ou adolescent et qui se cherche dans son orientation et qui se dit ah, la science ça m'intéresse, la recherche ça m'intéresse, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Si quelqu'un est intéressé par la recherche, moi je pense que c'est l'un des meilleurs métiers au monde. Alors, bien sûr, il faut mettre chaque chose dans son cadre. Hein. C'est un métier quand même qui permet de passer du temps sur des choses qui nous intéressent. On n'est pas forcé de travailler sur un sujet. En général, le scientifique choisit ses sujets. Bien sûr, on est guidé par les financements. Par exemple, au niveau européen, il y a les programmes Horizon qui sont décidés par la communauté européenne qui va dire, voilà pour les 5 prochaines années, voilà les axes prioritaires pour l'Europe. Si on arrive avec un sujet qui ne rentre pas dans ces axes-là, il ne faut pas aller à Bruxelles chercher l'argent. Et quand même, Bruxelles, c'est une très bonne manne pour avoir de l'argent pour la recherche en Europe. Donc, voilà, donc on est un peu contraint par ce genre de choses. Mais, grosso modo, de façon générale, le chercheur il a cette autonomie de choisir ses sujets, de passer beaucoup de temps sans qu'on lui demande vraiment beaucoup de comptes, que vous êtes dans une entreprise, vous avez des objectifs précis à court terme, vous devez rendre ça, vous devez montrer que vous avez réalisé vos objectifs, peut-être même à 110%, 120%. Ces contraintes n'existent pas. Après, grosso modo, pour avoir des promotions, parce qu'on n'est pas chercheur confirmé du premier jour, donc pour avoir un poste stable, confirmé, en France on dirait fonctionnaire, mais aux États-Unis on dirait tenured, donc vous avez votre poste stable. Bon, il faut montrer que vous avez capacité de produire de la science, c'est-à-dire publier un certain nombre d'articles, obtenir quelques financements, encadrer quelques doctorants. Après, avec ça, voilà, on considère que vous êtes bon pour la science. Et donc, à ce moment-là, vous avez la paix, quelque part. Donc, et je trouve que c'est un luxe de passer du temps à ne faire que ce qu'on a envie de faire, à travailler le sujet sur qu'on a envie de travailler. Voilà. Et ça, pour quelqu'un qui aime la science, qui aime la recherche, s'il arrive à démontrer des capacités pour accéder à ce genre de poste, je crois que c'est un luxe. Donc moi j'encouragerais ceux qui ont cette aptitude et cette volonté, j'encourage de le faire. Par contre, il faut aussi avoir un caractère un peu particulier parce que ça bouge moins que dans l'économie réelle. Donc voilà, travailler sur un sujet, vous pouvez passer 3 mois, 6 mois, avoir un résultat, peut-être pas. Donc, voilà, il faut être patient et voilà, c'est pas le même rythme d'évolution aussi. Donc, il faut aussi aimer ça. Donc, quelqu'un qui est plein d'énergie, tout excité, qui veut voir les choses bouger tous les jours, oui, ça peut se faire, mais c'est pas le commun des chercheurs. On est plus sur un temps long à répéter des choses, exactement, à expérimenter. Voilà, valider. Il y a beaucoup de contradictions. Donc voilà. Donc il y a ça. Mais sinon, si on a les éléments qui font qu'on puisse avoir le profil du chercheur, c'est quand même un excellent métier. Moi, j'encouragerais les jeunes qui ont les aptitudes de le faire parce que c'est très important aussi pour une nation d'avoir
des chercheurs de haut niveau. C'est très important. C'est aussi peut-être le message à un autre niveau, c'est très important aussi pour une nation d'offrir des conditions intéressantes, adéquates et encourageantes pour les scientifiques. Parce qu'une nation qui néglige ses scientifiques, ce qui est le cas d'un certain nombre de pays occidentaux, ne favorise pas le développement du savoir dans son pays. Et je trouve qu'en France, on peut faire beaucoup, beaucoup mieux. Oui, moi j'ai l'impression très extérieurement, parce que je ne suis pas dedans, que les gens ne comprennent pas tous ce qu'est la démarche scientifique. Et on a l'impression que pour une partie de la population, et même parfois des politiques, etc., être scientifique, c'est donner une opinion. Alors que pas du tout. Être scientifique, c'est tenter de prouver ou de réfuter une opinion. Mais voilà, il y a peut-être aussi un manque de réalité, de réalisme des gens sur ce qu'est un scientifique, en fait. Le scientifique n'a pas trop d'opinion, finalement. Non. Moi, personnellement, je vois mon rôle de scientifique dans la société, c'est de partager mon savoir, c'est de dire ce que je sais sur un sujet, mais de ne pas donner d'opinion. L'idée, c'est que le citoyen ait un certain nombre d'informations autant objectives que possible, avec les plus, les moins et tout ça, mais autant objectives que possible. Ensuite, le citoyen se forge son opinion, parce que selon la sensibilité. Mais on doit donner les informations objectivement, et c'est ça le rôle du scientifique. Donc on parlait du nucléaire, on parlait du CO2. Voilà, on doit dire, voilà ce qu'on sait au mieux sur la question, avec les risques possibles, avec les points positifs qui vont avec, et aux citoyens de décider, parce que rien n'est complètement figé, il n'y a pas noir ou blanc. Mais le rôle du scientifique est là, n'est pas de donner une opinion sur un sujet. Après, il est citoyen, il peut le donner en tant que citoyen, mais pas en tant que scientifique. Eh ben, j'espère que les gens auront appris des choses sur votre métier, sur la méthode scientifique et un petit peu sur toutes ces facettes que peut avoir un scientifique entre la recherche, l'enseignement et finalement l'économie réelle. Je vous rappelle qu'on est tous les dimanches à 18h sur Les Découvreurs pour découvrir des choses. Lies Lalouis, merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation.